Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et aujourd'hui, je suis avec Courte. Bonjour Courte, ça va bien? Bonjour David, ça va bien, merci. Et toi aussi? Ça va bien aussi. Très bien. Alors, au mois de mars, Courte, j'ai vu passer une information qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'était le président russe, Vladimir Poutine, qui a annoncé que son pays avait annulé les dettes des nations africaines pour un montant de 20 milliards de dollars. Et puis, dans le même temps, sur le même sujet, on entend les Américains qui accusent les Chinois de pratiquer le piège de la dette en Afrique. Et puis très régulièrement, en France, ou en Europe, on entend des voix qui s'élèvent pour réclamer l'annulation des dettes africaines. Que pensez de tout ça? Bon, ça, pour moi, c'est aussi, je dirais, une politique de pouvoir gagner ces pays. Parce que, évidemment, la Russie, qui maintenant est partiellement isolée, beaucoup moins à ce qu'on pense, hein, parce que c'est l'Europe qui les isole, les Américains, mais dans le reste du monde, il y a quand même encore beaucoup de pays. Mais on parle de deux tiers donc mondialement parlant, qui continuent à commercer avec les Russes. Et donc, les Russes et les Chinois aussi ont clairement une politique de créer vis-à-vis des États-Unis comment je pourrais dire, une équipe à eux qui roule avec eux en contrepoids des États-Unis et aussi de l'Union européenne. Et ça, le moyen le plus facile, c'est de payer. Ça veut dire on fait des remises de dette. Ça, c'est Mmh. une stratégie qui est très intelligente. Et pourquoi on parle de piège de la dette? C'est un piège, la dette? Ben, quand on voit par exemple les Chinois, ce qu'ils investissent en Afrique, je suis quand même de temps à autre en Afrique et je vois que les Chinois investissent beaucoup d'argent, mais ça c'est aussi pour faire d'eux des esclaves. Il ne faut pas oublier, ils font pas toujours des cadeaux, c'est des prêts. Et ensuite, quand on est débiteur, la Bible le dit, on devient esclave du prêteur. Et ça, c'est un système que les Chinois exploitent depuis un bon moment, aussi pour avoir de la terre agricole. Hein. Ils cherchent de la terre agricole pour nourrir leur population et puis aussi pour avoir les matières premières, parce que l'Afrique est très riche. L'Afrique est un continent extrêmement riche, appauvri par la corruption et tout, mais c'est un continent qui a beaucoup de matières premières que ces grandes nations comme la Chine et cherchent. Les Russes moins, parce que les Russes, eux, ont pratiquement tout ce qu'il faut et en abondance. Mais je suis surpris de t'entendre dire que la dette, c'est si négatif parce que j'ai l'impression, en tout cas dans le monde où on habite, que, emprunter, ou se faire prêter de l'argent, ou se faire, prendre une dette, c'est pouvoir avoir le moyen de faire des choses. Donc, c'est presque le moyen de se libérer. Pourquoi tu nous parles d'esclavage? Alors, il faut toujours nuancer. Prenons l'exemple de Monsieur Dupont qui achète un appartement ou une maison et il a besoin d'un financement. Il fait appel à la banque. Mais en contrepartie de cette dette qu'il va contracter, et il a un bien immobilier qui fait partie des vraies richesses du royaume de Dieu. Moi, je fais toujours la comparaison entre le système du monde et le royaume de Dieu. Et ici à gauche, on a le système du monde. Alors si ici, on contracte une dette auprès d'une banque pour une valeur, une vraie valeur, qu'on appelle un bien, à ce moment-là, et si la dette est pas trop haute, si elle est raisonnable, à ce moment-là, on a une dette qui, je dirais, j'oserais presque dire, elle est sanctifiée financièrement parlant parce qu'elle a une vraie contre-valeur. Et cela permet effectivement d'acheter la maison. Parce que si on n'a pas la banque qui prête, ben, les gens, en général, n'ont pas les moyens financiers pour acheter la maison ou l'appartement sans aide financière d'un prêteur. Et puis, pour ça, je n'ai pas un problème qu'on utilise les banques pour cela. Ceci d'autant plus que si on a une dette auprès d'une banque, il ne faut pas oublier, cette dette, elle, dans l'Union européenne,
elle diminue pratiquement de 10% chaque année maintenant avec l'inflation. Ce n'est pas le Hmm. montant, le chiffre qui change, mais le pouvoir d'achat. Ça veut dire 200 000 euros aujourd'hui seront toujours 200 000 euros en 2024, mais le pouvoir d'achat n'est plus le même. Alors, de Mhm. ce fait, il peut même être intéressant de, je dirais, d'utiliser les banques, d'utiliser le système monétaire pour acquérir un bien qui fait partie des vraies richesses du royaume de Dieu, et puis en ayant ici le système du monde qui aide à ce que cette dette diminue du point de vue pouvoir d'achat. Il faut juste que la dette ne soit pas trop haute pour que les gens n'entrent pas en difficulté quand le marché immobilier recule, ce qui va venir. Donc, on est dans une bulle. Et puis que tout d'un coup, la banque qui a prêté 80% dit, ben, écoutez, maintenant, on a un problème. Avec la valeur actuelle, vous êtes à 100%. Et à ce moment-là, ça devient très, très risqué. Alors, donc, une dette, il faut toujours la voir dans le contexte total. C'est ce que nous faisons avec notre organisation, donc notre coopérative Alliance, où nous conseillons les gens. Des fois, on dit, écoutez, il faudrait diminuer votre dette. Des fois, je dis non. Vous pouvez laisser votre dette. Vous avez un endettement à 30%, 40%. Laissez le monde vous aider à la faire diminuer et profitez et investissez là où vous avez le potentiel de gagner quelque chose. Et où est-ce qu'on peut gagner? Mais c'est dans les valeurs qui appartiennent aux valeurs du royaume de Dieu. C'est Mhm. pas très compliqué. Puis ces valeurs, c'est l'agriculture, c'est aussi dans l'immobilier, c'est investir dans des entreprises gérées selon les principes bibliques, c'est l'argent et l'or évidemment, et primo inter pares, c'est investir dans l'homme, donc dans des êtres humains, missionnaires, la veuve, l'orphelin, le pauvre, etc. Et du coup, comment on fait pour passer de la dette qui permet d'investir dans des valeurs qui ont une vraie valeur et passer de cette dette qui semble être pertinente à l'esclavage? Alors, l'esclavage commence là quand on n'a pas une vraie contre-valeur. Parce que au moment où vous avez une vraie contre-valeur, ça veut dire une maison, et puis qu'on a une dette, comme je dis, cette dette, elle est assainie par la vraie contre-valeur qu'on a. À tout moment, on pourrait vendre cette vraie valeur et rembourser la dette. Ça veut dire on n'est pas l'esclave. Euh, Par contre, si on est trop endetté, à ce moment-là, on devient l'esclave parce que si on doit vendre la maison et puis qu'on ne peut pas rembourser la dette, alors là, l'esclavage commence. Il faut, disons, la dette, c'est un sujet très délicat où dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui disent aucune dette parce que la Bible dit qu'il ne faut pas s'endetter, c'est une malédiction, etc. Et moi, j'ai dit, attention, nuançons un tout petit peu et regardons un peu tout dans le contexte total. Et là, on constate que une dette n'est pas forcément une mauvaise dette. Parce que les entreprises ont besoin de travailler avec des financements bancaires. Donc, utilisons les banques. Il faut juste savoir jusqu'où et comment. Puis après tout va très bien. Et ça, Hmm. c'est très important de connaître. Du coup, si je reviens au sujet sur lequel je t'ai lancé au début, quand j'entends parler de dette en Afrique, il me semble que c'est pour des investissements routiers, pour faire des ponts, des usines, etc. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans l'esclavage, dans la dette, dans le piège de la dette, ou est-ce qu'on est dans des dettes justes pour pouvoir investir dans des infrastructures? Alors, évidemment, une dette elle, de ces pays africains vis-à-vis des Chinois, etc., elle, jusqu'à un certain point, elle peut être positive. Mais le problème c'est que les Chinois investissent je dirais, dans des structures importantes comme des ports. Et à ce moment-là, ils deviennent maîtres parce qu'ils sont propriétaires ou dans des aéroports, etc. Et là, il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, ils pourront faire pression. Ils pourront dire, bon, maintenant, vous nous livrez votre pétrole ou votre or etc., à un prix plus bas. Autrement, on va réclamer le remboursement de la dette. Ça veut dire le prêteur est toujours dans une
position plus forte. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Et là, je vois un danger pour ces pays qu'on va abuser d'eux. On va abuser d'eux. C'est pas un prêt pour vraiment leur aider parce qu'on veut être gentil avec eux. Non, il y a une arrière-pensée commerciale et financière. Et ça c'est le point essentiel où il faut faire attention. Hmm. Et si je sors de l'Afrique et que je vais sur les pays dits développés, on voit que la dette partout, elle est très importante. Et est-ce que ces pays-là, comme la France, comme le Japon, sont dans des situations de piège de la dette ou sont toujours dans la dette d'investissement? Non, c'est clair. Là, c'est clair. Ces pays sont surendettés, hein. Le Japon a dépassé les 250%. C'est le champion du monde. Mhm. Euh, Seulement le Japon a ses dettes à l'intérieur du pays. Ça veut dire c'est la population qui a prêté l'argent. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les gens donc les citoyens qui vont trinquer, qu'ils risquent de perdre tout ou partiellement. Et prenons la France et d'autres pays qui sont aussi surendettés. Là, il faut toujours savoir que ce n'est pas l'État qui est endetté, c'est le citoyen qui fait partie, c'est le citoyen qui représente l'État. Alors, ces endettements ne sont plus remboursables. Ça veut dire on donne un très mauvais héritage aux futures générations qui se retrouvent avec des dettes énormes. Et un jour, l'État pourrait simplement faire appel, on appelle ça un haircut, ça veut dire on coupe la dette, et puis voilà, c'est une décision hein, qui est politique, et puis vous recevez 30% de moins, ou 40% de moins, ou 50% de moins, ou carrément une nouvelle monnaie. Et c'est pour ça aussi que les banques centrales étudient maintenant une nouvelle monnaie scripture, disons, comme le Bitcoin, donc des monnaies artificielles, et tout ça est en préparation de pouvoir un jour se désendetter. Et ça va être au détriment des citoyens. Et c'est pour ça que nous avons des solutions. Il n'y a pas de problème. Dieu a toujours des solutions. Il faut juste les connaître et les appliquer. Et avec ça, on peut limiter les dégâts. On passera aussi un peu à la caisse, mais beaucoup, beaucoup moins que si on fait rien. Alors, ça, c'est ce que j'ai écrit dans mes deux livres, où je donne des solutions pratiques, et puisque nous recommandons aux gens au sein de notre coopérative. Hmm. Et pour être sûr que nos auditeurs aient bien compris, quand tu parles du haircut, c'est sur quelle somme? Parce que tu dis que c'est les citoyens qui vont payer, mais pris dans quoi? Sur leur salaire? Sur quoi? Non, ça sera par exemple ce qui s'est déjà fait. Prenons un pays, non pas une république bananière, prenons l'Allemagne. L'Allemagne a connu des hypothèques forcées, on appelait ça les Zwangshypotheken. Donc l'État a tout simplement en Allemagne, lors de l'hyperinflation 22-23, puis après en 48, et puis après encore une fois un peu plus tard, pour financer la réunion, ils ont inscrit une hypothèque forcée sur chaque bien immobilier. Donc l'État connaît la valeur du bien immobilier. On a un bien immobilier qui fiscalement est estimé à 500 000 euros ou francs suisses, et l'État a besoin d'une certaine somme, et puis c'est facile, ils ont toutes les données, et puis ils peuvent voir, si nous prenons une hypothèque forcée de 30% sur tout le patrimoine immobilier, on n'a plus de dette. Et puis, hop, on inscrit une hypothèque forcée sur le bien immobilier que les gens doivent ensuite rembourser. Ça s'est passé en Allemagne. Après, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour rembourser ces dettes que l'État a contractées. Ça, c'est un des moyens qui a été utilisé. Puis voilà, je cite l'Allemagne pour dire que si ça s'est passé en Allemagne, c'est possible partout. Et je pense que ça, c'est un scénario qui peut venir, ou que l'État pourrait se désendetter via une hyperinflation qui, pour moi, n'est pas exclue. Parce qu'à ce moment-là, aussi l'endettement de l'État va baisser. Et d'ailleurs, maintenant, si on regarde l'endettement des États,
on constate que tout d'un coup, un État peut dire, et ça c'est maintenant dans les journaux, que on a diminué la dette par rapport au PIB, donc au produit intérieur brut. Et notamment en France, on a dit, on n'est plus je sais pas, à 110%, mais on est encore maintenant à 105%. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'inflation. Ouais. Le chiffre reste le même, mais l'inflation fait monter les prix. Ce matin, j'ai lu qu'en Allemagne, la nourriture a augmenté de 20%. 20%. Alors, si les prix augmentent, c'est le PIB, ça veut dire le produit intérieur brut qui augmente automatiquement. Et puis, à ce moment-là, la dette, en pourcentage, le ratio de la dette vis-à-vis du PIB, donc le produit intérieur brut, il diminue. Et puis, il se vante, on a baissé la dette, on n'est plus à 115%, on est maintenant à 108%. Mm. Mais les chiffres restent les mêmes. Alors, on va vers une dépossession du citoyen, ce que j'ai décrit dans mon dernier blog. Je l'ai écrit jeudi et on ne savait pas encore que le Crédit Suisse, via du Crédit Suisse, il y avait cette dépossession pour des milliards. Des gens, des investisseurs, des actionnaires ont perdu des milliards. Alors, j'avais comme si le Saint-Esprit me disait écrit, et j'ai fait un blog spécial, parce qu'il en a fait un sur l'inflation, et là c'est comme si le Saint-Esprit me disait fais sur la dépossession. Donc les gens vont être dépossédés, et j'ai fait ce blog. 3 jours plus tard, on apprend que notre gouvernement suisse a décidé, ce qui est totalement contre les lois en vigueur, totalement, a décidé, on va donner le Crédit Suisse à l'UBS et puis les actionnaires vont trinquer. Les actionnaires sont les propriétaires. Ils n'avaient rien à dire. Mhm. Donc, on est arrivé à ce stade. Imaginez-vous, si ça arrive en Suisse, alors je peux vous dire, ça peut arriver partout. La Mm. Suisse qui était, je dirais, un havre de sécurité et de paix, ce n'est plus le cas. On est géré par des, je dirais, presque des gens qui ne respectent aucune loi. Je ne veux Mm. pas une plainte pénale sur le dos, je n'utilise pas les mots de ce que je pense, mais c'est horrible, c'est Mm. horrible. Eh bien, merci Kurt pour cet éclairage. Je mettrai en lien en dessous de cette vidéo le lien justement vers cet article de blog que tu as sorti récemment pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur cette dépossession. Et Exact. puis à bientôt pour un nouvel épisode. Oui, à bientôt, avec plaisir. Merci Que beaucoup. Au tu sois revoir. béni. À bientôt. Adieu, David.